La patience se mesure par notre endurance dans les circonstances difficiles. Après ces 30 secondes de silence, j'aimerais savoir combien d'entre vous n'ont pas vérifié que le podcast s'était bien lancé. Combien d'entre vous n'ont pas redémarré l'app croyant à un bug logiciel. Combien d'entre vous n'ont pas cliqué sur l'avance rapide attendant le moindre bruit pour se rassurer. Aujourd'hui, on va parler des 30 dernières secondes terribles que vous venez de vivre. Et plus que de la patience, on va parler de l'impatience. Comment ça va les gars ? Très bien. Ça va et toi Léo ? Ben ça va. Un sujet complexe. Hein. Un sujet très complexe. Je suis impatient de commencer un sujet très complexe parce que il nous drive tous les jours en fait. T'es impatient de commencer du coup ? Ouais, c'était la blague de Manuel. Ouais, je vois. Mais on n'est pas sur le même fuseau horaire avec oui, non, en matière d'humour. J'ai remarqué, mais c'est la distance de la table ça. Hein. C'est ça. On est impatient de tout. Ouais. Mais tout le temps. Enfin, moi en tout cas, tout le temps. C'est-à-dire que n'importe quelle livraison qui peut arriver à 11h, à 11h05, elle est pas là, ça me rend fou. Ouais. Je peux m'énerver à appeler le service client. Et puis tu checkes sur l'application. Je check. Mais il est où alors qu'il est complètement dans les temps ? Je lance une vidéo qui m'intéresse. Le sujet démarre pas tout de suite, j'avance. Voilà. Ouais. Le début de ce podcast est un hommage à Romain en fait. C'était le début de ce podcast. Mais même quand je lis les gars, quand je lis et que je vois 2-3 infos qui m'intéressent pas vraiment, je commence à avancer un petit peu et à switcher de page en mode ah là ça y est je me raccroche à ce que j'aime. Ça on avait remarqué d'ailleurs, on va dire pour tout le monde que la parce bio que tu passes des pages en plus dans la bio d'Elon Musk. La bio d'Elon Musk a avancé de 1%. Peut-être qu'elle sera terminée avant la fin de l'année. Pourquoi on est impatient ? On est impatient parce que la technologie, parce que le numérique. On est impatient parce que on a été habitué à ce que dès que tu veux une info, dès que tu veux une vidéo, écouter une musique, un truc, tu l'as tout de suite. Donc quand t'as tout dans l'instantané, qu'on t'habitue à ça, tu peux pas être autre chose qu'impatient. Et pourtant le numérique, Manuel, ça fait pas genre 3 mois que c'est là. Le numérique aussi a dû prendre de la patience pour arriver là où il en est aujourd'hui. Ça s'est pas construit en un jour, tous ces services qu'on connaît, tu vois. Dans la forme moderne et commerciale qui est celle qui est pratiquée sur le numérique aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que il y a cette on-demand generation. En français. Cette génération à la demande qui est née avec Internet n'a pas connu une époque qui dictait de la patience. Je veux dire, cette époque qui est pas très très lointaine quand on y réfléchit, ça a 20 ans, donc c'est un peu plus d'une génération. Tu t'abonnais à un magazine, t'attendais qu'il arrive par la poste. Comme le début de Netflix. Oui, exactement. T'attendais le DVD. C'est en fait. ouf. Ouais. Tu décidais pas d'appuyer sur un bouton pour qu'on t'amène de la bouffe chez toi. Ça n'existait pas. Résumé comme ça, c'est vrai que c'est flippant. En fait, moi, ce que je trouve le plus fou dans ce que tu dis, c'est qu'au-delà de Netflix, de la nourriture, etc., c'était la communication. Quand t'avais pas d'autre moyen de communiquer que soit rencontrer la personne, soit envoyer une lettre en attendant une réponse, t'imagines le temps que ça devait mettre avant d'avoir une réponse ? Là, on est déjà très loin, mais moi, je repense juste au premier email que j'ai envoyé. Il fallait déjà attendre plusieurs secondes, voire minutes, avant que l'email s'envoie correctement, ou ne serait-ce que de lire une vidéo YouTube. Les premières fois où j'ai lu les vidéos YouTube quand j'avais 11-12 ans, je pouvais attendre facilement 2-3 minutes. Et, attendez, autre anecdote. Marrant parce que tu nous décris Internet comme si Internet existait avec YouTube au début, alors que... Non, bien sûr, il y a eu plein de trucs. Mais ne serait-ce que d'allumer un ordinateur. YouTube, c'est pas si vieux. Hein. Les premières fois que j'ai allumé un ordinateur, j'avais 7-8 ans, j'avais le temps d'aller prendre une douche avant que ça soit lancé, avant que l'OS soit lancé. Enfin, tu vois, aujourd'hui, tu allumes un téléphone, on ne l'éteint même plus, notre téléphone. Mais le truc avec toute cette impatience qui a été apportée par le numérique, c'est qu'en fait, le confort a été exponentiel. Plus on a avancé dans la technologie, plus on a eu le confort de ne pas avoir à attendre quand tu lances une requête, de ne pas avoir à attendre quand tu commandes de la bouffe, de ne jamais devoir attendre. Mais pourquoi c'est du confort et pas du plaisir ? Regarde la quantité de gens qui font pomme R sur leur navigateur parce que ils supportent pas d'attendre qu'une page se load, donc ils la reload 25 fois moi ça me rend fou, je relance l'onglet, je relance le navigateur, tout ce que tu veux, il faut que ça marche en fait. Voilà. Il faut que ça soit instantané en fait, tu vois. C'est surtout qu'on n'est pas habitué à ça, donc tout de suite on associe le fait que ça mette du temps à une dysfonction. C'est un dysfonctionnement du logiciel ou du matériel. Alors que certains le paient. Alors que le temps, tu peux le louer. C'est-à-dire, quand on te dit on a mis 10, 12, 15, 20 ans à fabriquer ce produit, où tu vas, que t'achètes. Ça fait partie de la qualité de ce produit. On pourrait en reparler d'ailleurs dans une thématique que vous maîtrisez mieux que moi, le luxe, la définition du luxe et autres. On pourrait en reparler dans un podcast, je trouve ça très intéressant. C'est un véritable sujet en fait. Quand tu commandes un produit et qu'on te dit tu vas attendre un an pour l'avoir,
c'est l'antithèse de la génération instantanée et c'est ce que te fait payer le luxe, effectivement. Mais là, on parle beaucoup de numérique, mais moi, je suis pas impatient que dans le numérique. Je suis impatient si j'ai rendez-vous avec un pote et qu'il n'arrive pas à l'heure à ce rendez-vous. Alors que c'est terrible, parce que je pourrais... Vous recevez, vous aussi, les SMS « Je suis en route » alors que tu as rendez-vous dans 10 minutes. Ferme ta gueule. Enfin, je sais que tu es en route, c'est logique. Sinon, tu m'aurais dit qu'il y avait une annulation, en fait. Même parfois, je les envoie pour prévenir de quand je vais arriver. En fait, et si on te les envoie en note audio, Léo? Ah, quel enfer. Quel enfer. Non, on parle pas de messages vocaux. Non, mais en fait, je l'envoie un peu souvent, pas toujours, mais souvent comme une espèce de pression en mode « Moi, je me suis bougé, donc sois à l'heure, en gros, tu vois. » Moi, j'adore quand Léo me dit « Je suis en route vers ton bureau ». Et en général, on a rendez-vous au bureau, en fait. Donc je lui dis toujours l'indication de où je vais, au cas où je me sois trompé. Mais c'est dans Google Agenda, normalement. Parce que s'il me répond, on n'a pas du tout rendez-vous là, je dis très bien, c'était une blague en fait. Et je sors du métro et j'en prends un autre. C'est quoi les trucs pour lesquels vous êtes les plus impatients aujourd'hui? Ou est-ce que vous détestez attendre? Moi, je suis pas du tout patient. Donc, je sais. Il y en a des tonnes, en fait. Mais là où j'ai le plus de mal à attendre, c'est pour que les gens comprennent que la patience est une vertu et pas un inconvénient. Donc, je suis impatient de voir les gens apprendre la patience. Ouais. Moi, je suis très impatient quand je regarde une vidéo YouTube, que je cherche quelque chose de précis ou non d'ailleurs, et que ça commence jamais. Et que ça met un temps fou et qu'il me dit n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, à mettre un like, etc. Et qu'au final, l'introduction dure plus de temps que la vidéo, la valeur que je suis venu chercher. Ça me rend fou. Mais pourtant, la valeur qu'il t'apporte, elle est parce que tu as de l'interaction aussi avec lui. C'est pour ça qu'il te la demande, le créateur. Non, j'ai pas de l'interaction avec lui. Moi, en fait... Mais sans interaction, t'aurais plus le contenu, puisque le contenu est gratuit. Non, mais s'il me demande de m'abonner, déjà, on n'aura aucune interaction. Je vais venir prendre ce que je viens chercher et puis je vais repartir, en fait. Juste... Et si tout le monde fait comme toi, le créateur, il crée plus. Surtout qu'en général, c'est une vidéo qui te dit que tu payes plus de 200 € d'impôts. Je suis pas d'accord, parce que moi, je l'ai jamais fait, tu vois. Et j'existe sur YouTube. Mais tu peux le faire, mais il y a des moyens de le faire. Enfin, il y a des manières de le faire. Moi, parfois, je regarde une vidéo, avant 5 minutes de vidéo, elle n'a pas vraiment commencé, t'es pas rentré dans le sujet. C'est un choix éditorial. Mais moi, il me saoule. Moi, il me gonfle. Là-dessus, je suis très, très impatient. Surtout quand tu viens chercher vraiment une info concrète, parce que je suis impatient, parce que je sais que moi, j'aurais jamais fait comme ça. Donc, juste, ça me rend fou que ce soit pas moi qui ai fait cette vidéo, c'est tout. Moi, je sais pas comment définir ça, mais le plus souvent, je suis impatient que les gens qui m'entourent comprennent plus rapidement que prévu ce que j'essaie de leur expliquer. Ça me rend vite fou d'avoir un truc très logique dans ma tête, de comprendre l'intérêt de faire comme ça pour tel sujet, et que les gens autour vont le faire à retardement ou vont devoir d'abord échouer pour ensuite le faire à ta manière et comprendre que ça fonctionne mieux comme ça. Que ça te semble être l'évidence même. C'est comme si t'essayais d'expliquer, mais je te jure que la journée, quand tu sors, il y a du soleil, tu vois. Pour toi, c'est tellement évident que la personne doit forcément comprendre tout de suite. Oui, mais je vous rappelle cette phrase sage qui dit « L'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi ». Elle est folle, celle-là. Voilà. Mais du coup... Et je trouve que c'est très juste, en fait. C'est-à-dire que malheureusement, tu peux expliquer sous tous les angles, avec toutes les images, avec toute la pédagogie que tu peux mobiliser à quelqu'un ce qu'il doit comprendre là, maintenant. Il y a une catégorie de personnes qui, tant qu'ils n'ont pas éprouvé les échecs, ne peuvent pas comprendre ce que tu leur dis. Ils le comprennent en théorie, mais ils ne l'intègrent pas, en fait. Mais quand tu vois faire ce que tu veux faire chez une personne qui le fait depuis très longtemps et que tu as juste à copier-coller parce que tu accèdes déjà à son expérience, pourquoi tu as besoin d'échouer comme lui a échoué alors qu'il t'apprend justement à comment ne pas échouer dans ce... Parce qu'il y a des gens qui ont envie de vivre l'expérience par eux-mêmes. Peut-être qu'ils se disent, lui, il a échoué. C'est de la perte de temps. Pas forcément, non, pas forcément. Pas forcément. Dans beaucoup de cas, oui, mais pas forcément. Mais du coup, est-ce que le fait d'avoir de la patience, c'est une qualité ou un défaut? C'est une très grande qualité. Ouais. C'est une très grande qualité parce que quasiment toutes les personnes qui ont réussi ont fait preuve de patience à un moment donné. Et peut-être même toute leur carrière. En fait, la société nous vend ce succès du jour au lendemain, mais ça n'existe quasiment pas. La plupart du temps, tu dois faire preuve de patience, que tu fasses une société ou que tu sois un artiste ou quand tu es peintre, tu vois, par exemple, tu dois faire preuve d'un minimum de patience. Oui, mais je pense que tu fais... En fait... Surtout quand tu deviens célèbre après ta mort. Surtout quand tu deviens célèbre après ta mort. Ouais. Ça fait grosse patience là, quand même. Et parce qu'il y a des gens qui veulent
réussir et il y en a qui veulent créer sans avoir de... Oui, mais même dans les gens qui veulent réussir, ils doivent faire preuve de patience. C'est juste que... Mais je pense qu'ils ne le voient pas comme de la patience, au contraire. Non, Ils sont impatients. Mais t'as pas besoin de le voir comme de la patience. Mais tu peux faire preuve de patience sans en avoir conscience. C'est pas forcément un mouvement conscient. C'est juste un état, si tu veux, la patience. Il y a plein de moments où tu es tout seul dans ton run, tu vas droit à ton but et puis t'as pas l'impression que tu fais preuve de patience. Pour toi, tous les jours, tu y vas à fond et au contraire, parce que tu es obstiné et impatient du résultat, tu ne comptes même plus tes heures de travail ou tes heures de... Oui, mais c'est différent, tu vois. Nous deux, sur YouTube, on a fait preuve de beaucoup de patience avant de vraiment réussir. On l'a pas vu comme ça. Mais quand tu y repenses à toutes ces années où tu faisais pas de vues, etc., c'était compliqué d'apprendre à utiliser les logiciels de montage, etc., c'est énormément de patience. Et il y a aujourd'hui plein de gens qui sont complètement impatients et qui veulent pas passer par toutes ces étapes. Mais elles sont peut-être essentielles. Ce que je trouve intéressant, c'est des tonnes de gens qui disent « Ouais, mais j'y mets beaucoup d'énergie et je n'ai pas le résultat immédiatement. » Et la quantité d'énergie que tu mets dans les choses, d'abord, n'est pas une garantie de résultat. C'est un sujet qu'on a beaucoup eu avec Manuel parce qu'il y a des... Parfois, et souvent au début quand on travaillait ensemble, et même encore aujourd'hui, où je lui dis « Ah putain, j'ai tellement travaillé aujourd'hui, etc. » machin et tout. Et il me déglingue ma phrase à chaque fois en me disant que c'est pas parce que tu as travaillé 18 heures que tu auras un super résultat. Peut-être qu'il y en a un qui s'est levé 1 heure et qui fera un truc tellement plus concret et direct que toi que sa réussite sera plus grande. C'est très vrai. Donc, il n'y a pas de corrélation directe entre la quantité d'énergie et le résultat. Donc, la vie n'est pas juste. Il y a de l'injustice. Il y a des gens qui vont travailler très peu et qui vont obtenir un résultat plus rapidement que toi. Donc, ce n'est pas méritocratique. Il y a une forme d'injustice. Tant que tu n'as pas profondément intégré cette règle, c'est compliqué à vivre en fait, mais c'est pourtant une réalité. C'est difficile pour les gens d'admettre qu'il y a une forme d'injustice dans le travail. Il y a des gens qui travaillent très peu et qui ont des résultats très vite. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas que ça va prendre beaucoup de temps d'arriver à ce stade-là, c'est-à-dire à ce niveau de connaissance où tu te connais tellement bien, tu connais ton marché tellement bien qu'en très peu de temps, tu obtiens des résultats très vite. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise, beaucoup de connaissance de ton marché, de ton industrie, de taper juste avec un minimum d'effort. Ça demande beaucoup de patience et beaucoup de temps, et ça provoque de l'injustice. C'est quand même taré. Et toi, Manuel, t'as lancé ta boîte et elle a eu un succès le lendemain, ou alors tu considères que t'as fait preuve de beaucoup de patience ? Non, la veille. Ok, d'accord, très bien. Tu peux arrêter de tordre mon câble, s'il te plaît, pour éviter que le casque ne marche plus un jour. Oh putain. Non, j'ai lancé ma boîte il y a longtemps maintenant. Et, oui, ça a pris du temps. Pardon, vas-y. Mais un peu comme vous sur YouTube, c'est-à-dire qu'à un moment, tu bosses tellement, tu es passionné par ce que tu fais, que tu te rends pas compte qu'en réalité, tu es patient. Ben oui, c'est ça. Toi, tu étais impatient que des clients qui n'y connaissaient rien puissent accéder à un premier site web ou à communiquer sur le numérique. Bon, tu étais impatient de ça. Mais ça, pour moi, c'est une humeur, c'est pas un état, en fait. Ouais, je suis d'accord. Tant que tu n'abandonnes pas, tu es patient. Je pense qu'en réalité, tu ne mesures pas que tu es patient au moment où tu le fais, que tu te passionnes pour les étapes intermédiaires. Et tant que tu as cette passion, cette abnégation et cette constance, tu ne vois pas que tu as été extrêmement patient. Je veux dire, la boîte, elle a mis quand même quelques années à se lancer. Bon, elle a été profitable dès la première année, certes, mais... Bah nous aussi. Hein. Ça, c'est pour flex. On n'avait pas d'employés ou autre au début. Enfin, c'était une chance de pouvoir produire en totale autonomie pour Léo et moi. Bah moi, on avait des employés, mais... Oui, mais parce qu'on était sur un business différent. Mais c'était pas aussi la même époque. Il y a la question du momentum. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, tu me demandes en 2021, qu'est-ce que tu relances comme boîte ? Je lance pas une agence. J'ai plein d'autres idées, mais je lance pas une agence. Parce que le marché est trop encombré, parce que c'est un marché de taille, c'est un marché enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est pas le bon marché sur lequel se lancer en ce moment. Et à côté de ça, il y a plein d'autres marchés sur lesquels il est très intéressant de se lancer parce que tu peux obtenir des résultats très rapidement. Donc, oui, je pense que tu fais preuve de patience, mais tu t'en rends pas forcément compte. Ouais, ce serait ça. En même temps, heureusement. Heureusement. On aurait tous abandonné. Je pense que c'est le propre de la passion, en fait. Exactement. C'est supporter cette espèce de douleur, de travail, de constance, d'abnégation qu'il faut avoir en trouvant ça fascinant, alors que d'autres
trouve que c'est une torture. Mais du coup, aujourd'hui, la plupart des superbes idées numériques qui sont là grâce à la patience de certains provoquent de l'impatience chez leurs clients. Ouais, c'est certain. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on crée quelque chose grâce à la patience qui nourrit de l'impatience chez d'autres. C'est complètement taré. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qu'ils vendent, c'est du confort. C'est que du confort. C'est un luxe et c'est un confort que d'appuyer sur un bouton et de recevoir de la bouffe chez toi en 20 minutes. Ou du jus de pomme. Et le confort est par définition confortable. C'est la phrase de ce podcast. Donc forcément, tu t'y habitues. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que cette impatience qui nous mène à faire beaucoup plus de choses, à lire peut-être plus d'articles, à regarder plus de vidéos, etc., nous est bénéfique au final? Parce que plus on est impatient, plus on fait de choses, plus on lit de choses, plus on regarde de choses, plus on écoute de choses. Est-ce que ça nous est bénéfique ou est-ce qu'on est dans une espèce de saturation de l'information, de tout ce qui nous entoure? Moi, je pense qu'on n'approfondit rien. Je vous donne intéressant. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense, pour vous donner un exemple concret, ce week-end, je suis allé me balader et je suis tombé sur une très belle chocolaterie avec un maître chocolatier avec qui j'ai discuté pendant une demi-heure. La fabrication du chocolat. J'ai d'ailleurs su que le chocolat blanc n'était pas du chocolat. Pour vous donner mon niveau de chocolat, voilà, ok. Ah oui. J'aurais pu rester chez moi. C'est du beurre de cacao, c'est que du gras. J'aurais pu rester chez moi. Pour ceux que ça intéresse. Prendre mon app de food et livraison et autres et juste prendre du chocolat si j'avais envie de chocolat. Mais au final, en passant beaucoup plus de temps, j'ai été accompagné et j'en suis ressorti avec de la réelle information. Connaissance, exactement. Donc je pense que plus tu es impatient et plus ça peut te faire défaut dans beaucoup de domaines parce que tu finis par tout survoler. Tu commandes dans un très grand resto mais tu sais même pas qui est le chef derrière, tu sais même pas ce que tu fais. Tu commandes un produit en 24 heures et tu t'es même pas renseigné sur le marché pour savoir qu'il y avait un produit qui finalement était meilleur et qui était juste en bas de chez toi peut-être, qui te correspondait mieux parce que Amazon livre en 24 heures et que t'as même pas sondé le marché pour voir s'il y avait un meilleur produit que celui qui était livré en 24 heures. Un exemple encore plus concret, on en parlait tout à l'heure hors podcast, tu nous disais que souvent, quand on est sur Twitter, on lit pas des articles, on lit des titres d'articles et on y rattache l'information qu'on veut bien y rattacher en fait. Mais au final, si tu lis pas l'article et les grandes lignes, etc., tu sais jamais ce qu'il en est vraiment de cet article-là. Ouais, sans que ça soit des fake news, ça devient du fake knowledge en fait. C'est-à-dire tu as lu un titre, tu penses avoir compris, mais en réalité tu n'as pas compris. Et comme l'industrie des médias est fabriquée sur le clic, on t'en dit suffisamment dans le titre pour te intéresser ou catcher ton attention, mais la réalité c'est que la vraie info elle est au fond de l'article et si tu n'as pas lu l'article, tu t'es passé à côté de la véritable information. Donc ça crée une espèce de connaissance très surfacique où tu te rends compte en discutant ou en creusant avec les gens qu'il y a très peu de profondeur d'esprit ou de connaissances profondes sur certains sujets. Et donc tu te rends compte que tu discutes avec des gens qui ont à peu près un avis sur tout, mais de la connaissance sur rien. C'est pour moi le même résumé que quand tu vas acheter un produit parce qu'il est livrable en 24 heures. C'est ça qui est ouf, c'est que tu as peut-être des choses qui te seraient plus bénéfiques ou autres, mais que tu vas même pas chercher sous prétexte qu'elles sont livrées 4-5 jours après, même si c'est un produit qui te serait plus bénéfique. Tu vois, et puis au-delà de ça, il y a l'achat compulsif qui te permet vraiment de... Tu as vu un produit, tu dis ça a l'air pas mal, tu cliques, tu commandes, le truc arrive le lendemain. Et peut-être que si tu avais fait plus de recherches parce que tu dois te déplacer à la Fnac, etc., tu aurais plus pris le temps de, en attendant que le magasin ouvre, je vais regarder vraiment ce qu'il y a de disponible sur le marché, etc., les différents magasins qui sont autour de moi. Moi, ça m'arrive plein de fois de commander un truc sur Amazon, et puis finalement, j'annule ma commande 30 minutes plus tard parce que j'avais pas encore fait toutes les recherches, et derrière, je vois que par exemple, ça m'est arrivé récemment, que le truc est pas compatible avec macOS. Mais tu ne le fais, oui, c'est pour ta table. Je le fais après ma commande. Tu le fais après, et tu ne t'autorises à faire ça que parce que tu sais que l'annulation de ta commande ne va rien te coûter. Bien sûr, bien sûr. Et que du coup, tout le contexte économique autour est fait pour favoriser l'achat d'impulsion. Moi là-dessus, j'ai changé un truc. Plutôt que de l'acheter directement, je me le note. Je me mets acheter tel produit. Et le fait que ça soit dans une note, je vais prendre un temps spécialement
pour aller acheter le produit. Et du coup, ça sera pas, tu vois, juste de l'impulsion. J'essaie de plus en plus de le faire sur des achats dits importants, quoi, tu vois, pour éviter d'avoir justement cette perte de temps après à renvoyer le produit, à t'apercevoir que c'est pas le bon, etc. Mais je trouve ça super intéressant sur surtout la connaissance qu'on veut nous faire croire aujourd'hui avec Internet. Le fait que tu passes... Enfin, je vous dis un truc et je vais pas le cacher. Le matin, si j'ouvre Google News pendant 5 minutes, j'ai l'impression d'être vraiment à l'aise sur les sujets du moment, quoi, tu vois. Je peux arriver en soirée presse, vas-y, moi je sais tout de ce qui s'est passé, que ce soit en télé-réalité, en machin ou truc, parce que j'ai été sur Google News. C'est sûr qu'en télé-réalité, ça nous manquerait comme Mais est-ce que finalement les gens n'osent, au fur et à mesure, plus dire je sais pas? Pourtant, c'est pas grave de dire je sais pas, je ne connais pas. Alors que c'est une réponse c'est classique. C'est la réponse la plus sage possible. Mais il y a plein de gens, quand tu les connais pas et que tu les interroges sur un sujet, ils vont toujours être ah ouais, bah c'est comme mon frère, il a fait mal. Mais on s'en branle. Mais c'est, enfin, si tu connais rien et que tu dois te rattacher à une personne qui connaît mieux que toi, bah dis juste que tu sais pas et intéresse-toi au sujet. Mais j'ai l'impression qu'on a du mal à faire ça. Mais tout le monde a un avis parce que tout le monde a vu une petite parcelle d'informations sur un sujet précis. Et surtout parce que globalement, on dévalorise les gens qui n'ont pas d'avis. Ouais. Alors que ne pas avoir d'avis à un instant donné n'est pas un problème. Ça veut dire juste que tu n'as pas consacré du temps suffisamment à te forger un avis. Moi, le maître chocolatier m'a pas jugé. Il m'a regardé bizarrement et je lui ai dit, vous savez quoi ? J'ai l'impression de rien y connaître et je pense que c'est la réalité des choses. J'ai envie de passer du temps avec vous. Je vais acheter dans votre boutique. Là, j'ai envie de consommer chez vous. Je trouve ça magnifique ce que vous faites. Expliquez-moi. Mais c'était incroyable. Mais et souvent, ils adorent ça. Et il a adoré. Bon, j'ai claqué 150 balles dans du chocolat, mais il a adoré. Il a adoré ça. Et j'y retournerai, c'est pas grave. Parce que finalement, j'ai eu l'impression pas d'acheter du chocolat, mais d'acheter de la connaissance. Il t'a donné plus qu'un produit. Mais c'est exceptionnel. Bah, ça s'appelle un vrai commerçant. Et l'enjeu du e-commerce aujourd'hui, c'est ça. Parce que l'enjeu du e-commerce, c'est qu'il est extrêmement transactionnel. C'est-à-dire tu fais un raisonnement très rationnel qui dit ok, le produit au bon prix, dans combien de temps chez moi, avec quelle garantie de politique de retour, ou, etc., etc. Et t'appuies ou t'appuies pas. Voilà. Et à ce jeu-là, en gros, Amazon gagne à peu près à chaque fois. Donc le e-commerce, il est très transactionnel. Il a perdu ce qui est la nature même du commerce, c'est de rajouter une dimension émotionnelle ou culturelle. Et ça... Il y a d'ailleurs du crew Imakin & Flux, il y a Hardisk qui a fait une vidéo récente qui était super, où il a appelé plusieurs distributeurs dans le cinéma et tout ça, et il les a conseillés pour savoir quel était le meilleur produit à acheter pour un jeune de 15 ans qui a 500 €, qui veut faire de la vidéo, etc. Tu vois les différences de réponses. Il les a conseillés, non, il les a interrogés. Interrogés, excusez-moi, oui. Il les a interrogés et pour voir qui avait le meilleur conseil aujourd'hui. Et c'est tellement rare. Sur tout ce qu'il a fait. Bah déjà, le mec, il va prendre le temps au téléphone de te répondre, de te donner les bons conseils. Sans être sûr que tu n'ailles pas chez un concurrent après parce qu'il a un meilleur prix, quoi. Exactement. Moi, il y a un truc qui rend un peu fou en main, mais c'est une de mes marottes. C'est-à-dire que je déteste faire les choses sans les comprendre. Ah ouais, mais il y a des trucs, je vous assure, parce que là, vous vous dites, oui, c'est normal. Non, il y a des trucs où parfois tu vas lui dire tel pied de bureau, c'est le mieux. Eh ben, il l'achètera pas tant qu'il n'aura pas vu toutes les études qui démontreront pourquoi c'est bien. Et alors, vous pouvez fact-checker d'ailleurs, si vous allez sur mon LinkedIn, eh bien, je l'ai appliqué aux croquettes pour chats. Voilà, donc c'est pas une blague en fait. J'ai une passion pour les chats, peu importe. Et donc, je l'ai appliqué aux croquettes pour chats. Pourquoi ? Parce que si tu crois le marketing, tu penses que tu nourris ton chat correctement. Mais en fait, pas du tout. Donc, je me suis tapé l'association des vétérinaires, tous les livres blancs sur cette question. Quel est l'apport nutritionnel pour que ton chat et la race spécifique de ce chat-là soit dans un apport nutritionnel équilibré, etc. Oui, c'est un mec chiant en soirée, Manuel. Hein. Et donc, d'ailleurs, il n'est pas aux soirées, mais c'est pour ça. Je trouve pas ça chiant. Moi, je suis un fan de l'optimisation, j'adore. Et je fais des spreadsheets énormes. Quoi ? Donc je fais des spreadsheets sur des croquettes pour chat ? Exactement, j'ai un spreadsheet sur les croquettes pour chat avec les marques rangées, les apports nutritionnels, ce qu'ils ont pas, la bouffe sèche, la bouffe humide, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans la technique des croquettes pour chat, je pense qu'on va perdre du monde, mais voilà. Mais j'ai la même chose pour le Japon, par exemple. Ouais. Donc, moi, je suis un fan du Japon. Bon, j'ai des spreadsheets avec. Mais un truc con, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé de jeans. Bon, moi, j'ai un jeans, je vais chez Levi's, je prends mon jeans. T'as un jeans ? J'ai un jeans, ok. J'ai un jeans. Manuel, la première question, c'est pas forcément est-ce que le jeans lui va ? La première question, c'est est-ce que je vais pouvoir racheter le même dans 10 ans ?
pour être sûr d'être optimisé sur quelque chose qui continue de m'aller sans me casser les couilles et autres. Qu'est-ce que je vais faire de mon jean quand il ne va plus ou qu'il a un problème pour pas aller en racheter un autre, le gaspiller et autres. Mais il est sur des questions tellement plus complexes, mais qui d'un autre côté, je comprends, et qui va rendre du coup l'utilisation de chaque chose très organisée. Mais c'est un peu flippant quand même parfois. Si, c'est un peu flippant. Moi, je trouve pas, mais... Non, là, je te suivais tout à l'heure, mais là, je te suis plus. Par contre, me regarde pas. Sur les jeans Moins. Je savais que Léo, ça allait pas. J'adore l'optimisation, mais peut-être pas jusque-là. Bon, voilà, mais ça, c'est un autre débat. Ça s'appelle la no choice policy. C'est-à-dire que tu veux pas passer du temps à choisir tes trucs. Donc, si on regarde ma garde-robe, c'est assez basique. J'ai fini par acheter tous les mêmes t-shirts à 3 € là, de chez Primark, qui sont géniaux d'ailleurs. Cette marque-là, voilà, 3 balles. J'ai les bleus et les noirs, j'en ai 20 de chaque. Et je sais que tous les matins, je me pose pas la question. C'est plutôt une démarche minimaliste, ça. Ça donnera peut-être lieu à un prochain podcast. Abonnez-vous, évidemment, et réagissez avec le hashtag takeout. Ça, on le dit jamais assez. Ouais. Moi, j'ai une dernière question pour vous. Je suis entre deux entrepreneurs, businessmen, ce que vous voulez. Dans une société... Ça veut dire quoi, tout ce que vous voulez ? Tout ce que vous voulez, c'est beaucoup de choses. Dans une société où le temps, c'est de l'argent, est-ce qu'il y a encore une place pour la patience ? Du moment où tu sais faire de l'argent en dormant, oui. Donc, c'est quand même un business pour toi ? Non, puisque tu mets à profit du savoir pour que ce savoir ne te rapporte pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois sans que tu aies à le répéter. Et une fois que tu as trouvé ce crack-là, tu peux du coup profiter de la patience que t'as permis ce savoir en une fois, quoi. Ouais. C'est comment aujourd'hui créer un business qui perdure où tu peux être le moins souvent front pour ne pas avoir à subvenir à tous les besoins. Quand t'entends des gens qui te disent je fais ça, puis je fais ci, puis je fais ça, puis je fais ci, et tu te dis mais en fait demain t'es plus là, il n'y a plus rien. Ça marche plus ce que tu fais si tu te lèves pas demain matin. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à créer certes un business où tu peux être l'élément central parce que tu apportes des choses que d'autres ne peuvent pas apporter, mais qui va quand même perdurer dans le temps et te permettre de choisir si oui ou non demain je veux venir étudier tel sujet pour travailler sur tel sujet ou non, je peux prendre le choix de rester chez moi, m'informer, prendre justement avec de la patience de traiter certains sujets, d'aller chez un chocolatier pendant 40 minutes pour qu'il m'explique du chocolat. Ça profitera pas à mon business. Ouais. Mais le savoir que j'ai acquis et que j'ai placé dans mon business me permet de prendre ce temps-là ensuite. Je pense. C'est quoi ton avis, Manuel, là-dessus ? Moi, je pense 2 choses à ce sujet. La première, c'est décorréler l'équation entre le temps et tes revenus. Je pense qu'un des objectifs dans la vie, c'est de ne pas être dans l'équation temps de travail égale revenu. Si tu arrives à décorréler le temps passé et tes revenus, tu commences à ne plus avoir le même rapport au temps. Aujourd'hui, la majorité des gens sont dans « je travaille tant de temps, donc j'ai tant de revenus ». C'est ça un contrat de travail, en fait. Bien un contrat de travail, c'est tant de temps contre tant de revenus. En fait, je pense qu'un des objectifs dans la vie, c'est de décorréler ton temps à tes revenus. Arriver à faire du revenu passif, du revenu indirect, etc., etc. Donc, de faire en sorte que cette équation ne soit pas respectée. Que tu puisses scaler, faire du revenu sans y passer du temps. Soit parce que tu as automatisé des choses, soit parce que des équipes s'occupent de ces sujets pendant que tu es en train de faire d'autres choses. Bref, peu importe, mais de casser cette équation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la plus grande preuve d'amour qui puisse exister aujourd'hui, c'est de donner du temps aux gens. Parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas te rembourser. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Voilà. On sait donner du temps. Et on s'en est donné entre nous et on a essayé d'en donner aux autres pour qu'ils s'en prennent un peu pour eux-mêmes en écoutant ce podcast. On espère en tout cas que ça leur aura plu. Et on leur dit à très vite dans un prochain Take Out. À toutes. Salut.